Bonjour et bienvenue à tous. Premier numéro de Club Sport Santé. On va parler de plusieurs disciplines, notamment du tennis et puis du football. On va s'intéresser à l'actualité de la petite balle jaune au pays avec le tournoi zonal de l'ITF 4 qui s'est déroulé à Lomé en janvier dernier, surtout qui s'est achevé le 9 dernier. On va parler également de la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein en Côte d'Ivoire avec les sélections engagées, les surprises, les infos, les stats et aussi l'équipe technique de Club Sport Santé s'est déplacée pour rencontrer quelques inconditionnels des sélections engagées au niveau de la CAN. Vous aurez leur réaction dans le courant de cette émission et surtout dans la seconde partie. Je serai accompagné ce midi avec deux confrères. À ma droite, c'est Kojo Avoleti. Il est le rédacteur en chef de Mawaki Sport. Bonsoir Kojo. Bonjour Angelo, bonjour à tous ceux qui nous regardent en cet instant. Comment vous portez-vous? Je me porte à merveille. À merveille, merci de nous accompagner. C'est un plaisir. Sur ce premier numéro. Merci également à Roméo Médéco. Bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, merci pour l'invitation. Très heureux aussi d'être là dans sa neuf, toujours capitaine et toujours présent. Toujours titulaire, merci infiniment. Et on va y aller tout de suite avec la première fenêtre qui nous intéresse dans cette émission. C'est parti. Alors, la première fenêtre, elle est ouverte sur l'actualité sportive au plan domestique. On va s'intéresser d'abord au tennis, sinon la petite balle jaune. On parle de raquettes, filets, tout ce que vous voulez. Récemment, à Lomé, sur les cours de l'AAT, s'est déroulée la compétition tournoi zonal ITF 4 des moins de 14 ans dans le registre féminin et chez les garçons. Alors, on va s'intéresser à la participation du Togo dans l'ensemble pour parler de l'organisation. Vous aviez justement été, par rapport à cette organisation, vous étiez là au four et au moulin. Comment, dans l'ensemble, tout ça s'est organisé? C'est, en tout cas, déjà, moi, je dirais que c'est une réussite pour la Fédération togolaise de tennis de rassembler ces jeunes-là. Ils sont presque 90 ou 100 qui sont arrivés accompagnés de leur staff et tout, à passer 2 semaines à Lomé, puisque la compétition s'est déroulée sur 2 semaines. Il y a eu une première phase et une seconde phase. Voilà, c'est une réussite parce que déjà, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'incidents, et tout s'est passé normalement, comme cela se doit. Donc, déjà, c'est une réussite. Maintenant, en termes de performance, en termes de niveau, je dirais également que c'est une réussite aussi parce que les enfants ont montré beaucoup de choses. Ils ont joué en individuel et puis en double. Et il y a eu également des points qui ont été attribués sur le plan individuel et par équipe. Donc, on doit dire quand même que la Fédération togolaise de tennis a l'habitude d'organiser ce genre de compétition. Ce n'est pas la première fois. Et le président de la Confédération africaine de tennis, le béninois Jean-Claude Talon, était à Lomé à la fin de la première phase. Et lui-même, il a constaté, il l'a dit, quand il nous accordait des interviews, que ça a été une réussite, qu'il est fier de ce qu'il a vu. Parce que le Togo a les meilleurs cours de la sous-région, il faut se le dire, les meilleures infrastructures en termes de tennis. Et donc, je me dis quand même que si la fédération continue ainsi, voilà, on aura aussi un nom, le nom du Togo dans les annales du tennis. Parlons toujours de cette discipline, Kojo. Mine de rien, il y a une pépinière qui est en train de se former. C'est aussi la pertinence, l'enjeu au niveau de cette fédération. Tout à fait, tout à fait. Il faut surtout souligner que cette dynamique de reconstruction au niveau du tennis a été lancée dès le mandat du président Tagba. Et je crois que la nouvelle gestion ne s'est pas écartée de la ligne tracée par le prédécesseur, M. Tagba. Et quand vous vous souvenez très bien qu'à l'époque, avec M. Tagba, ce genre de compétition se tenait beaucoup à Lomé et davantage avec les petites catégories. Et ce qui est intéressant, c'est d'abord de constater que la nouvelle équipe qui gère la Fédération togolaise de tennis a continué dans la même dynamique et qu'on travaille beaucoup avec les petites catégories. Ce qui est sûr, c'est que le sport, c'est la compétition. Nous avons pris l'habitude de célébrer, de chanter la gloire des grands champions, mais généralement, nous ne faisons pas attention à leur parcours.
que ce soit en tennis ou dans d'autres sports, ceux qui deviennent des champions ont déjà comme expérience une grande expérience parce qu'ils ont joué, ils ont compéti très petits. Ils ont compéti quand ils sont devenus adolescents, ils ont compéti quand ils sont devenus jeunes, et quand ils deviennent adultes, ils ont déjà acquis un certain nombre d'années d'expérience qui leur permettent d'émerger à l'âge adulte. Et c'est dans ce sens-là, je crois que ce travail qui se fait au niveau de la Fédération togolaise de tennis doit être salué. Et ça doit être salué davantage parce que ça va leur permettre de ne plus dépendre des Togolais qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on n'aura pas besoin des Togolais qui sont à l'extérieur, mais quand on travaille à l'interne pour produire des champions, pour fabriquer des champions, je crois que ces champions qui sont fabriqués à l'interne auront sans doute l'occasion d'aller émerger davantage à l'extérieur. Cela va faire que plutôt que d'avoir à subir les caprices des Togolais qui sont à l'extérieur, on en a fabriqué soi-même à l'intérieur. Cela va faire que le moment venu, on aura déjà sous la main de jeunes joueurs qui ont une grande expérience parce qu'ils ont compéti. Ils sont entrés en contact avec peut-être des gens qui sont plus forts qu'eux, des gens qui sont plus intelligents qu'eux, des gens qui sont plus astucieux qu'eux. Et cet ensemble-là d'expérience leur permet d'avoir à un certain âge suffisamment de bagages pour rivaliser, ou bien pour soutenir la compétition quand ils auront 18 ans, quand ils auront 19 ans, et quand le tocsin aura sonné pour qu'il passe professionnel. C'est moins compliqué, moins difficile pour un sportif qui a suivi le parcours normal quand il devient professionnel que celui qui arrive de façon impromptue à l'état professionnel. C'est à ce titre-là que je crois qu'il faut saluer ce travail-là qui est fait depuis quelques années à la Fédération togolaise de tennis. Et par rapport à tout ce que vous venez de dérouler comme chapelet d'arguments, il y a la jeune Wina Gakpo qui a été sacrée championne chez les moins de 14 ans. Nous parlons bien sûr des filles. Mine de rien, elle va représenter le Togo à la prochaine compétition en Tunisie. C'est, on pourra dire, un résultat intéressant. Bien sûr, intéressant. Le Togo a toujours connu des générations en termes de tennis. On a parlé de Nicolas Ayebois à l'époque que nous on n'a pas connu. Oui. Aujourd'hui, expert technicien. Technicien. Il a rejoint quand même le rang de la fédération pour apporter un petit plus aux encadreurs. Il était même là la dernière fois. Oui, il était là. Et puis, il y a également eu cette génération avec les Isaac Padio, les Kossi Dogbefou, les Doche Vania, les Derman Shakira, des générations comme ça aussi, aujourd'hui qui sont passées dans une autre catégorie. Et on voit encore arriver cette génération amenée par Gakpo Winner. La dernière fois qui sur le cours était, on va dire, c'est Roger Federer féminin, quoi. Oula. Franchement, elle ne force pas, elle fait tout naturellement, ça lui vient, et puis elle exécute. C'est vrai, elle a souffert. Il y a beaucoup de travail encore à faire en termes de service, en termes de coups droits, sur les amortis et les slices et tout ça. Mais je crois quand même qu'il y a déjà quelque chose elle a quelque chose. Elle a envie de jouer au tennis. Elle dégage beaucoup de sérénité, beaucoup presque de maturité déjà. Presque de maturité, bien sûr, il faut le dire, mais elle est psychologiquement bien préparée. Elle n'a pas peur, même si elle perd un jeu, elle revient derrière, elle est calme. Ça, c'est déjà bien. Je crois que c'est une fille en qui on doit placer beaucoup de confiance. Il faut l'accompagner. Et en Tunisie, même si elle ne fait pas un grand résultat, on ne doit pas lui tenir rigueur. Oui. Elle n'a que 14 ans. Il faut l'accompagner. Et je crois que c'est elle qui va incarner vraiment cette nouvelle génération-là qui arrive au niveau du tennis. Le prochain défi pour la Fédération togolaise de tennis, c'est la Coupe Davis. Nous parlons du groupe 2 mondial. Le Togo y a accédé, je pense, l'année dernière au Rwanda. Oui. On a vu ce que ça a donné. Ce sera quoi le défi pour le Togo d'accueillir une telle compétition sur notre sol? Naturellement, faire mieux que Rwanda. C'est vrai que déjà à ce niveau, le groupe 2 s'est relevé. Oui. Et prétendre au groupe supérieur, ça devient, je ne veux pas dire impossible, mais ça devient vraiment compliqué. Parce que là, à ce niveau-là, vous avez toutes les chances de tomber sur les grandes nations de tennis. Ce n'est pas évident, même si ce n'est pas impossible. Mais je crois que sur le moment, le tournoi qui vient, le Togo va se concentrer pour ne pas être ridicule,
première chose. Ensuite, rester dans le groupe 2. Moi, je crois que l'ambition, la grande ambition qu'on peut se donner, qu'on peut s'imposer dans ce tournoi-là, c'est de ne pas tomber dans le groupe supérieur. Si on n'a pas le moyen de passer au groupe plus haut, le groupe 1 mondial, moi, je crois qu'il faut tout faire pour rester au groupe 2. Rester là-bas le plus longtemps possible en attendant d'affûter ses armes pour espérer affronter ceux qui sont dans le groupe supérieur. Pour terminer sur ce volet tennis, vous l'avez dit, que comme quoi les infrastructures sont bien faites. On a vu les rénovations au niveau des cours de l'AAT, même les cours de la fédération également sont en pleine rénovation. Mine de rien en février, puisque ça va se dérouler en février, tout sera prêt? Oui, tout sera prêt. C'est ce que le président nous a dit la dernière fois. Il a confirmé que tout sera prêt. C'est la compétition c'est dans presque deux semaines. Oui. Voilà, donc il a été très serein. Oui. Par rapport aux infrastructures, tout sera prêt. Maintenant, au niveau des athlètes aussi, comme Kodio vient de le dire tout à l'heure, on ne va pas trop dépendre des athlètes qui sont à l'extérieur. Parce que ceux qui ont fait le job pour que le Togo accède à ce groupe, la majorité viennent des États-Unis et puis de la France. Cette fois, puisqu'il n'y avait qu'un seul, Isaac Padio, qui a rejoint le groupe. Exact. Actuellement, maintenant, il y aura deux. Il y aura deux athlètes locaux qui vont rejoindre le rang de ceux-là qui vont arriver de l'extérieur. La compétition va se dérouler si le Togo va accueillir l'Indonésie. Donc, ça se prépare vraiment, ça se prépare. Et je crois que, voilà, comme vient de le dire mon grand frère, s'il ne faut pas progresser, il ne faut pas régresser, il faut au moins rester constant. Il faut rester constant en attendant justement de progresser lors des prochaines sorties du Togo concernant cette Coupe Davis. Nous avons terminé avec la petite balle jaune. Cette fois-ci, on va parler football avec, à tout seigneur, tout honneur, le championnat de première division avec pour l'instant Asco qui est en tête. Quand on jette un coup d'œil à notre classement, Asco est devant avec 21 points, suivi de Gaulois sous 18. Le troisième larron se nomme l'Entente 2, 17 points. Parlons des résultats de cette équipe d'Asco. Vous voyez cette équipe-là encore partie pour gagner le trophée à la fin de saison? Sans hésiter. Pour moi, c'est déjà fait. Ah bon? Oui. Quels sont vos arguments là-dessus? Je peux paraître bizarre, curieux, mais je crois que quand vous regardez le rapport de force, quand vous regardez le parcours d'Asco, et quand vous le trouvez aujourd'hui à cette place, je me dis, tiens, il n'y a rien en face pour le moment. Et vous vous souvenez très bien qu'en ce début de championnat, Asco a eu beaucoup de difficultés. Oui, première défaite même lors de la deuxième journée face à Dombé, 2-0. Les premiers même lui ont fait la peau. Oui. Et des résultats surprenants. On s'est dit, tiens, est-ce que Asco s'est dit, bon, je laisse un autre club prendre le titre de champion. Mais cette équipe, journée après journée, s'est dopée. Et puis, la voilà encore à la tête de ce championnat. Justement, la dernière fois, ils ont gagné face à Gomido, que l'on voit justement à l'image. Ils ont fait le déplacement de Palimé. Ils sont allés s'offrir le scalp de Gomido de Palimé. Et il faut ajouter déjà ce qu'ils ont fait à Lomé ici contre AC Barakuda. 2-0. AC Barakuda qui à l'époque était en pleine forme. Exactement. Et qui nous a fait croire qu'il pouvait faire tomber le champion. Malheureusement, à ce match-là, tout s'est passé comme si en face, il n'y avait rien. Oui. Donc, je me dis, aujourd'hui sur le terrain, pour moi, Asco a encore les ressources pour terminer champion. À moins que d'ici là, un autre club trouve le moyen de lui résister. Gomido a fait la tête en début de championnat en alignant victoire sur victoire. Aujourd'hui, ils sont classés 6e. La dernière fois, ils ont perdu à domicile. Quand on regarde un peu l'effectif... Et il faut dire que Gomido, depuis les 4 premières victoires début de saison, c'est fini. Après ça, c'est 2 points seulement. Bon, le feu, c'est... c'est 2 points seulement, ils ont pris. Le feu s'est éteint, c'est ça. On a mis un peu d'eau sur le feu. Donc, il y a seulement de la fumée maintenant. De la fumée qui reste. Quand on considère l'effectif d'Asco, Abalo Deni, Enoch Kekwe, Amara Bagayoko, Kofitia Adjessi ou soit encore Ariso Urobodi, c'est une équipe qui, mine de rien, fait toujours peur malgré les contre-performances sur le continent. Bien sûr. Ce début de saison, on peut toutefois comprendre que c'est parce qu'il y a eu ces remaniements qu'on n'a pas tout de suite trouvé la formule pour aller. Donc, le club a traversé cette zone de turbulence. Oui. Voilà, maintenant, tout est stabilisé, tout le monde se connaît, tout le monde connaît la qualité d'Abalo Denis.
il le prouve au jour le jour. Voilà, donc voilà, quand ce garçon décide maintenant de jouer au football, c'est tout autre chose. Maintenant, voir Asco aujourd'hui, peut-être derrière, c'est ça qui va poser beaucoup de questions. Le voir à la tête, c'est pas une surprise. L'effectif, il est là. On ne va rien dire, on ne va rien critiquer à ces joueurs. Enfin, on ne va rien dire en termes de qualité, de tout ce qu'ils peuvent apporter à ce club-là. Maintenant, là où Asco est attendu, tout le monde le sait, on ne va pas revenir là-dessus. Dans ce championnat, Asco est à sa place. Et je me dis quand même que l'effectif là qu'ils ont, ils peuvent toutefois aller chercher ce championnat et toutes les coupes qui sont encore en jeu et qui s'offrent à eux. On se souvient, avant le début de la nouvelle saison, il y avait le président de l'équipe de l'AC Barracuda qui avait clamé haut et fort qu'ils ont envie enfin, un temps soit peu, de briser l'hégémonie ASCO-ASCK. Vous vous rappelez justement de cette déclaration, une ambition affichée. Mais aujourd'hui, quand on considère le classement de l'AC Barracuda, ils sont 7e et ils sont, c'est vrai, à 6 points d'ASCO. Cette équipe a les ambitions, a les moyens de ses ambitions? L'ambition, c'est une chose. Maintenant, dans la réalité, on peut se rendre compte que on a peut-être un peu trop rêvé, ou bien qu'on n'a pas vraiment mesuré cette ambition à l'aune des moyens dont on dispose. Oui. Je fais le témoignage que l'un des atouts de l'AC Barracuda, c'est le staff technique. Je connais un peu Sénat, je connais un peu Amdan, et je crois que ces deux techniciens sont des bosseurs. Et ce sont des techniciens qui sont capables de transfigurer une équipe, de transfigurer un groupe de joueurs. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que face à la concurrence, il faut peut-être avoir des joueurs au moins autant bons que les adversaires, sinon meilleurs que les adversaires. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Je constate que sur le match que j'ai vu, Barracuda Asco, je crois que l'effectif d'Asco est supérieur à celui de Barracuda. Sur le plan qualité? Sur le plan qualité, sur le plan technique, sur le plan qualité. Je vais ajouter également que les joueurs de Barracuda ne sont pas stables. Et c'est ça, dans notre football, l'une des lacunes de notre football de façon générale. Quand vous prenez un joueur togolais, et vous le trouvez fait foller sur un match, un dimanche après-midi, vous voyez en lui Messi, Ronaldo, Gabi, tout le reste. Mais le dimanche suivant, vous ne le reconnaissez pas. La saison suivante, il disparaît. Et je crois que, ou bien AC Barracuda n'a pas un effectif fourni qui lui permet d'assumer son ambition, ou bien l'effectif qu'il a, les joueurs ne sont pas stables, ils sont bons certains dimanches, ils ne sont pas bons le dimanche suivant, le troisième dimanche, ils ne sont pas bons. Or, quand vous avez l'ambition d'être champion, il faut que votre équipe puisse être stable, gagner des matchs sur la durée, gagner du match dans le temps et pouvoir surtout les matchs et regarder ce que les concurrents font. Et il y a des matchs qu'on ne perd pas. Quand vous avez l'ambition de passer devant Asco, vous ne pouvez pas perdre devant Asco. Vous ne pouvez pas perdre devant certains clubs, etc. Donc moi, je crois que l'ambition, c'est une chose, mais l'AC Barracuda, où les joueurs, l'effectif n'est pas consistant, et je crois que c'est une faiblesse commune à toutes les équipes. Et c'est peut-être ça qui arrive à Gomido, parce que depuis le début du championnat, à Barreau Doucet n'a de cesse de dire qu'il n'a pas l'effectif, qu'il n'a pas les doublures, qu'il doit jongler avec ce qu'il a, et les conséquences, les résultats qui ont suivi m'ont permis de dire que le coach a senti venir ça, ce qui lui arrive maintenant. Malheureusement, c'est peut-être ce qui arrive aux adversaires de l'ASCO, surtout que cette année-ci, la SCK n'est pas flambant. Pas du tout. Comme les années antérieures. Pas du tout. Et comme vous le dites bien, la SCK aujourd'hui, quand on jette un coup d'œil au classement, ils sont 12e avec 11 petits points. Ils sont très très loin en tout cas de l'équipe de l'ASCO. On ne sait pas comment ils feront en tout cas pour remonter le classement. En tout cas, peut-être pour l'instant, le moteur est en mode diesel. Ouais. Ça va peut-être passer au super. Espérer. Ça va prendre. Il ne faut pas oublier non plus que ce club aussi a changé à près de 50% son effectif. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Quand on a des ambitions, il faut être capable de garder les joueurs. Et surtout rester sur la stabilité, durée. Comme vous l'avez dit, sur la durée. Sur un mot sur cette équipe de l'AC Barracuda, ancien à Estogopor. Oui. Non, mais c'est ça. Je crois que Koyo a tout dit. Il faut au moins avoir un effectif.
Et aujourd'hui, M. Senaf Siaboué, partout où il est passé, il a montré que c'est quelqu'un qui sait bien travailler. Ils ont 15 points sur 30 possibles. Hein. Bon, c'est beaucoup d'écart. C'est beaucoup d'écart. Il faut au moins, sur 30 points possibles, si au moins tu as 25, tu as 20. Oui. Ah, c'est les meilleurs qui ont 25. Hein? Ah oui, mais c'est voilà, Paris, si on- c'est Paris qui a 25. Hein, si on veut être meilleur, il faut être capable d'avoir ces genres de N'est-ce points. pas? Donc, si on doit se frapper la poitrine, Ouais. avoir des ambitions, c'est bien. Maintenant, aller concrétiser ou mettre en action ces ambitions-là, faire en sorte que ces ambitions-là puissent porter corps. Oui. Faut également mettre les moyens. Et les moyens passent par avoir des joueurs de qualité. Pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas pour Sena Fiaboué Kofi, voilà, l'entraîneur de la Barracuda qui piétine, actuel 7e au classement, très très loin derrière Lasco, pour l'instant leader de cette première division de foot. Et pour la 11e journée, hein, mesdames et messieurs, on a déjà eu un match vendredi avec la victoire de Kakadel 1-0 face à Unisport. Ce samedi, on aura 2 rencontres, notamment Bikinti qui croise Gomido, ce qu'on peut voir justement à l'affiche sur notre écran. La SCK accueille à la maison l'entente de dimanche 5 matchs dont Asco FC Espoir, ouais, c'est Espoir du Zion. Simassi croise Doumbé FC de Mango. AS Bolwesou reçoit à Kota Anané Chardé, pardon. Le stade ce sera face à la SOTR. Et puis voilà, la Barracuda qui va jouer au municipal de Lomé face à l'équipe de l'AS Bina. On attend de voir ce que tout ça va nous produire, si tout va bien. Et je crois qu'il faut, il faut s'intéresser un tout petit peu au classement de Bolesou. Bolesou qui est actuel 2e. Actuel 2e. Oui. Et quand vous regardez le parcours de Bolesou, c'est 1-0 à l'extérieur. C'est le tarif minimum. Beaucoup de matchs que Bolesou a gagnés, c'est 1-0 à l'extérieur. C'est Wadja Lantam qui est là-bas. Ça se comprend. Donc c'est le spécialiste de 1-0. Non, mais je veux dire que le travail se fait bien. Oh, je suppose, et ça se fait surtout à l'extérieur. À l'extérieur. Beaucoup de victoires. Bon, moins de pression à l'extérieur qu'à la maison. On va supposer. On va supposer que les joueurs sont relax. Mais apparemment, pour Bolesou, vous vous dites que tiens, cette équipe est capable de faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, il faut pouvoir gagner les matchs à domicile. Il faut être stable. Il n'y a que 3 points entre Asco et Bolesou. Hein. Asco et Bolesou. Attendons demain si Bolesou va gagner à domicile. On verra bien. Très bonne interrogation. Et voilà ce qu'on peut retenir pour la première division. Mais si on va enchaîner avec la D2, avec la poule B, où on retrouve Ifodje qui est en tête, suivi de FC Aknour. Ifodje, la dernière fois, qui a perdu face à l'équipe de Arsenal. Arsenal FC de Cara. Ouais. 1-0, c'est une défaite qui surprend. Hein. Oui, mais sans conséquence, tant mieux. Parce qu'on se disait qu'on est intouchable. Il faut dire à commencer très très fort ce championnat. Franchement, moi je ne m'attendais pas à les voir à ce niveau. C'est la grosse surprise depuis le début de cette saison. Mais quand on garde cette constance, quand on garde cette régularité-là, ça veut dire qu'en amont, il y a eu un travail qui est fait. J'ai beaucoup plus peur que les joueurs qui aient la fatigue qui passe par là et tout. Mais déjà, vu tout ce qu'ils donnent, finir au moins dans le top 3, ça ne va pas être un échec. N'est-ce pas? Là aussi, il y a une stabilité qui ne dit pas son nom au niveau du staff technique, Amadou Boukari, et puis voilà, leur maître à jouer, Ameouda, qui marque but sur but, même s'ils ont trébuché. Un accident de parcours pour Ifodje? Moi, je crois que le fait que dans ce championnat de deuxième division, certains clubs soient obligés de jouer à domicile, à l'extérieur, pour vous, ça pose problème. Ça ne les arrange pas. Regardez par exemple Ifodje, qui joue tous ses matchs à domicile à Takpamé. Fouadan doit jouer les siens à Kara ou à Sokoré. Ce n'est pas la même chose. Hein. Dans ce championnat de deuxième division, pour moi, sur la base de ce que j'ai vu dans ces zones du Togo, les matchs à domicile sont d'autres matchs. Vous voulez parler de l'aspect du 12e homme qui joue beaucoup? Ce n'est même pas ça. Et je me souviens, il me vient comme ça à l'esprit, sur un terrain hors de Lomé, on m'a dit, ici c'est chez nous. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses dans notre championnat ici. Ça veut dire beaucoup de choses. Ici c'est chez nous, on est chez nous. Et ça va surprendre beaucoup de gens peut-être, mais sur ce genre de terrain hors de Lomé,
quand il y a match le lendemain, dès l'après-midi ou le soir, personne n'a le droit d'entrer sur le terrain. Gare à vous, vous allez assumer ce qui vous est arrivé, ce qui va vous arriver si vous allez sur le terrain la veille du match. C'est peut-être irrationnel de le dire, mais notre football est encore à 51% irrationnel. On croit à des trucs à gauche, à droite. C'est ça même le football. À des dieux et tout ce que vous C'est voulez. ça même notre football. Ça, notre Et surtout à ce niveau-là, à cette étape du championnat. Vous parlez de la D2. C'est des facteurs auxquels les gens sont très, très accrochés. D'accord. Et figurez-vous que si les clubs qui jouent Vous allez chuter là-dessus à domicile, à l'extérieur, avaient le choix de jouer à l'extérieur, à domicile, à l'extérieur, ou bien à domicile, ils refuseraient de jouer. N'est-ce pas? Ils refuseraient de jouer. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut dire être devant parce qu'ils jouent à domicile. Je ne veux pas dénier à ce club les efforts qui sont faits par le staff, par les joueurs, par les dirigeants. Mais pour moi, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Au niveau de la poule A, on a l'étoile filante qui repasse devant Asfosa qui a été battu par Agaza 1-0. L'étoile filante est à sa place pour la course au play-off. Oui, l'étoile filante est à sa place. Si on se rappelle, la saison dernière, on est passé tout près de la montée. Cette fois, je crois que ils sont revenus. En début, ça n'a pas été vraiment ça, mais on a retrouvé la bonne formule pour pouvoir repartir. Je crois que l'étoile filante est l'équipe qui est chassée maintenant. Oui. Donc, quand on est dans la peau du chassé, on sait vraiment que voilà, on doit faire beaucoup, on doit faire mieux que ceux-là qui nous suivent. Et l'étoile filante aujourd'hui a les moyens, franchement, quoi qu'on se dise, ça ne suffit pas seulement de sortir, de parler. On connaît un président qui sort, qui dit beaucoup de choses, qui parle beaucoup. Et qui a aussi beaucoup de moyens. Qui investit beaucoup. Énormément. Je ne sais pas si en deuxième division, il y a un autre club où les joueurs sont autant choyés. Je ne pense pas. Sont autant choyés. Le mot n'est pas pris au hasard. Non, vraiment choyés. Donc, je crois que tout le monde doit faire son travail. Ce club est à son niveau. Oui. Et bon, voilà, cette fois-ci, on a la bonne formule dans les mains. Voilà, il faut croiser les doigts et l'étoile finale doit monter, quoi. Mais il y a toujours le problème de la stabilité. 30 secondes, il faut que l'étoile puisse gagner 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs sans faire un matin on gagne, un soir on ne gagne pas. Du yo-yo. Et moi je crois que le président peut être davantage ambitieux. Il peut arracher des joueurs à ailleurs pour venir. Il peut arracher des joueurs à Asco. De l'étoile filante. Quand on veut, on peut. Il faut mettre les moyens. Bon. Il le peut. Pourquoi il ne le fait pas? Qui sait qu'il est en train de préparer tout ça? On attend de voir. On rappelle que dans la poule A, l'étoile est devant avec 17 points plus 3. Arabia de FC de Tablibo est deuxième avec 16 points. C'est serré. Hein? Le troisième, c'est Asfosa, 15 points. Asfosa va remonter. D'Aguetrobou ou Delali, pardon. Asfosa va remonter. Va remonter. Ouais. C'est une possibilité également. Non, ça va arriver. Voilà, c'est ce qu'on retient. Et voilà ce qu'on peut retenir en tout cas sur le plan actu national. C'est bien terminé. On va poursuivre cette émission pour ouvrir la deuxième fenêtre. La deuxième fenêtre dans l'émission Sport Club Sport Santé. Voilà, on est en train de parler maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez bien, c'est la compétition en ce moment sur le continent et ça bat son plein en Côte d'Ivoire. Nous allons évoquer tout de suite la première journée des matchs de poule qui s'est achevée il n'y a pas longtemps. Kodjo, quels sont les grands enseignements qu'on peut retenir à la fin de la première journée des matchs de poule de cette CAN? C'est que dans le foot africain aujourd'hui, tout le monde travaille. Plus personne ne va à la CAN pour s'amuser. Les équipes bossent dur pour ne plus être ridicules. Même l'équipe qui prend 3-0 dans le contenu, on peut se dire ce n'est pas faute d'avoir essayé. Et pour moi, c'est peut-être la grande réussite de cette Coupe d'Afrique, ne serait-ce que sur la base des matchs de la première journée. Hein. Je me souviens de ce que le Mozambique a fait devant l'Égypte. Je me souviens de ce que la Gambie a fait. Je me souviens de ce que la Guinée-Bissau a fait, même si elle a perdu d'entrée. Je me souviens de ce que le Cap-Vert a fait, et ainsi de suite. C'est quand je m'intéresse au contenu, quand je m'intéresse à
à l'engagement des joueurs, quand je m'intéresse au travail tactique que les staffs font, je me dis cette Coupe d'Afrique a pris une ampleur qui est telle que il faut que la CAF même se mette au niveau pour ne pas être surprise par la suite des événements. Parce que toutes les équipes qui arrivent maintenant viennent pour travailler, viennent pour montrer que, écoutez, nous savons jouer au football. Ce n'est plus comme les grands stars qui viennent jouer au ballon comme au quartier. Pour moi, dans le match de l'Égypte, ça s'amuse. Pour moi, ils s'amusent. Pendant ce temps, vous avez des joueurs de rien du tout, que personne ne connaît, mais qui donnent tout, qui sont prêts à laisser sortir leur cœur sur le terrain pour leur sélection. Donc, le premier enseignement pour moi, c'est à ce niveau-là où on peut se dire maintenant que c'est vrai, tout le monde travaille. Et cela veut dire aussi que ceux qui sont restés dans leur passé, ils seront toujours surpris de ne pas être allés à la CAN. Parce que les gens sont sortis du passé et ils travaillent au présent. Suivez mon regard. Allez tout simplement comprendre quelque chose. Roméo, qu'est-ce que vous retenez de cette première journée des rencontres de je reste dans la droite ligne de Cordio pour dire que cette fois-ci c'est fini cette histoire de petite nation. Non, c'est fini quoi. Il n'y a plus cette histoire de petite nation. Non, c'est fini. Tout le monde travaille, tout le monde. Qui va croire que la Namibie peut aller battre la Tunisie 1-0? Avec quel contenu? Avec quelle énergie? Oui. Avec quel volume de jeu? Un petit capitaine que moi j'ai jamais entendu parler. Voilà, on vous sort un jeu chatoyant, football et physique et technique et des joueurs pris individuellement qui sont franchement c'est du haut niveau, c'est du très 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 haut niveau. C'est l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations en termes de contenu, de jeu. Même si oui, on doit porter quelques réserves sur des nations comme la Gambie. Moi, je me dis quand même que c'est un peu, c'est pas trop ça. Oui. Au-delà de ça, il y a également certains favoris qui ont confirmé, à l'image du Sénégal et du Maroc. Oui. La Côte d'Ivoire, elle sait qu'elle est bien attendue. Oui. Le Cameroun, on n'a encore rien vu. La Tunisie qui n'a rien proposé. L'Algérie qui est toujours en doute. Oui. Je crois que tous ces paramètres-là, on doit se dire aujourd'hui que oui, le football a pris une autre dimension en Afrique. Des nations qui sont toujours là. Après, vous sortez au premier tour et vous dites qu'on est allé apprendre, c'est fini cette histoire. Vous avez beaucoup appris. Allez mettre en application ce que vous avez appris. Je reste avec vous pour parler des premiers qualifiés pour les huitièmes. On a le Sénégal et le Cap-Vert. Logique, ou pour vous, il y a un intrus? Oui. Tout de suite. Oui. Et logique, et il y a un intrus. Logique parce que le Sénégal, tout le monde s'attendait à ce que le champion en titre puisse confirmer. Maintenant, la surprise qui peut ressembler à une surprise, c'est le Cap-Vert. Mais ça ne doit pas être une surprise parce qu'on a vu cette sélection-là sur 2-3 ans. Je crois ils ont fait la première participation en 2013. Oui. À une phase Togo, finale. Justement, y était. Le Togo y était, voilà. Finale. Bon. Et c'est la nation même qui a empêché le Togo d'être à cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Je dirais quand même qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Oui. Et aujourd'hui, les Cap-Verdiens sont en train de confirmer. Vous prenez cette équipe, vous ne sortez pas de gros noms. Hein, à part Ryan Mendes. À part Ryan Mendes et puis Bébé Rayo Vallecano. Bon, le reste, faut aller chercher. Vous voyez, il n'y a plus maintenant cette histoire de tel jour dans un club européen et tel jour dans un championnat. Il y a une véritable cohésion d'équipe. Voilà, c'est un collectif qui travaille, c'est un staff qui est mis en place. Le football est maintenant dans le cahier. Il faut aller faire cette science-là et venir l'appliquer sur le terrain. J'aime bien l'image. Le football est désormais dans le cahier. Alors, un mot sur cette équipe sénégalaise. Pour vous, oui, elle est en train de monter en puissance tout doucement. Ou bien, bon, pour vous, pour l'instant. Dans le match contre le Cameroun, je peux dire qu'ils ont élevé un peu le niveau, vu l'adversaire qui était en face. Ils n'ont pas forcément joué au même niveau contre la Gambie. La Gambie, oui. Mais le Cameroun n'est pas la Gambie, donc je crois qu'ils ont un peu élevé le niveau. Oui. Même déjà sur le 11 de départ, Aliou Cissé a compris qu'il fallait déjà mettre les meilleurs et sur les remplacements qu'il a fait. Vous allez regarder également, c'est vrai que Mané maintenant est connu de tous, donc on l'empêche de jouer. Mais derrière ça, il a eu l'audace de lancer Lamine Camara.
Très jeune joueur, Camara 20 ans seulement. qui lui donne raison, Mm. qui lui donne raison, avec les autres petits qui tournent autour, Ismaïla Sarr, Gaye, les Pape les Matassar Gaye, et tout. les Gaye, Matassar et tout. les Gaye et les Sarr. Hmm, Donc c'est une équipe qui va davantage monter au second tour D'accord. et qui va petit à petit espérer gagner un second titre qui n'est pas évident en Afrique depuis 2000, Oui, 2002, c'est pas évident. depuis 2002 avec le Le Cameroun. Cameroun, oui. Mais je suis sûr que ça ne va pas être facile. Facile. Ça ne va pas être facile. Mais les Sénégalais, à voir comment ils conçoivent leur jeu, Oui. je me dis, ils se réservent pour les grands moments et j'attends de voir. D'accord. Et nous tous, on est assez attentistes par rapport à cette équipe sénégalaise et aussi par rapport à l'équipe de la Côte d'Ivoire, pays hôte, qui la dernière fois a été battue par le Nigeria 1-0. Ça a créé ce que ça a créé. Et nous avons l'équipe technique de Club Sport Santé a fait un tour dans la capitale pour rencontrer quelques personnes. On a interviewé un certain Yaya Sanogo, responsable ivoirien, également ancien footballeur. Nous allons l'écouter sur justement la prestation de la Côte d'Ivoire, ce que cette équipe est capable de faire et l'organisation de cette CAN. Pour le match contre le Nigeria, je pense que nos petits frères ont manqué d'expérience. Selon moi, ils ont manqué d'expérience parce que le Nigeria était au dos au mur. Étant donné qu'ils ont fait un match nul lors de leur premier match et que, n'est-ce pas, ils aussi ne voulaient pas sortir, n'est-ce pas, étant donné que la Côte d'Ivoire avait déjà 3 points. Donc le Nigeria a élevé un peu le niveau du jeu, qui a un peu dérangé l'équipe ivoirienne, étant donné que c'est une équipe jeune, qui même la défense est jeune. Vous voyez, quand vous prenez Ivan Dika, vous prenez Ousmane Diomandé, qui a fait la faute aux Osimhen, vu l'expérience aux Osimhen, n'est-ce pas, il a pu prendre le dessus sur les enfants. Je pense que à ce niveau, c'est le manque d'expérience qui a fait que le Nigeria a gagné, mais ce n'est qu'une partie remise. La Côte d'Ivoire est une grande nation de football. Je pense que c'est pas la première fois qu'un pays organisateur perd lors d'un tournoi, mais ça ne les empêche pas d'aller en finale. Étant donné que nous sommes chez nous, je pense qu'on va tout mettre en œuvre pour pouvoir gagner le 3e match, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire vivre la CAN et pourquoi pas aller en finale et remporter, n'est-ce pas, notre 3e étoile. Je pense que dans un premier temps, la Côte d'Ivoire a déjà reçu sa CAN. D'abord, l'organisation, déjà c'est une bonne chose, et le fait de faire à quoi bas à la population africaine qui s'est réunie en Côte d'Ivoire et toute l'Afrique en Côte d'Ivoire, je pense que déjà on a déjà remporté cette coupe-là. Maintenant, aller sur le terrain, c'est-à-dire organiser une CAN ne signifie pas forcément de la remporter. Voilà, mais l'objectif est de la rapporter. Si nous, la petite vient en mangeant, si on est qualifié, d'abord on va aller d'étape par étape. Si on est qualifié, on va aller étape par étape. Je pense qu'on verra ce qu'il va nous apporter. Nous, l'objectif c'est de remporter notre 3e étoile. Yaya Sanogo, Kodio, il dit on n'organise pas forcément une CAN pour la gagner. Vous partagez son avis? Il ne me revient pas de partager son avis. En tenant compte de ce qui se dit sur place en Côte d'Ivoire, les 2 Ivoiriens sur 3 veulent gagner la CAN. La défaite face au Nigeria? Selon mes informations, c'est passé très mal. C'est passé très mal. Mais ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, apparemment, ce n'est pas forcément le cas. On a vu des groupes de supporters qui chantaient et dansaient. Justement, vous avez parlé de réseaux sociaux. Ça peut être un groupe sectaire. Ce n'est pas forcément l'avis de la majorité. De la majorité, absolument. Des Ivoiriens. Oui. C'est évident que ce n'est pas. Ça arrive rarement que le pays hôte gagne la coupe. La coupe à la Mais maison. tous les pays hôtes cherchent à gagner la CAN. Encore faut-il en avoir les moyens. Sur ce que je vois, moi je me dis que cette Côte d'Ivoire, c'est peut-être 8e de finale, au meilleur des cas, un quart de finale. C'est le meilleur pronostic. Le pronostic le plus optimiste pour moi, pour cette Côte d'Ivoire, c'est les quarts de finale. Parce que je me dis, pour moi, Gasset ne gère pas bien. Je peux me tromper, mais sur la deuxième rencontre, mais sur le premier match, je ne sais pas pourquoi, surtout sur la deuxième rencontre, je ne sais pas pourquoi vous avez Jonathan Bamba, vous avez Nicolas Pepe, et vous mettez Crasso. Vous n'avez pas compris ça? Je ne comprends pas. Mais Jonathan Bamba, ce n'est pas n'importe qui. En tout cas, attention. Bon, peut-être pour que vous avez Nicolas Pepe. Crasso est plutôt vous avez Nicolas Pepe, vous avez Jonathan Bamba. Vous en faites des remplaçants de luxe, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre, il peut avoir ses raisons.
Il peut avoir ses raisons. Même pour moi, l'expérience de Bamba, l'expérience de Pépé, dans des matchs compliqués comme ça, remplaçant, il peut pas assumer toute la responsabilité dans un tel match. Par contre, quand ils sont titulaires, pour moi, il ferait mieux que quand ils rentrent en jeu, quand tout est déjà perdu, quand ça devient compliqué, où la tension monte, où l'adrénaline a suffisamment monté, où la pression du public est telle que il faut gagner, le match est confus, c'est le kick en roche. Pour moi, je n'ai pas compris. D'accord. On va rester dans le registre des réactions. On a tendu également notre micro à un Malien. Oui, c'est le président du Conseil national des jeunes du Mali, résident au Togo, concernant le match de tout à l'heure entre la Tunisie, justement, et le Mali. Également, il a donné son ressenti et ce que le Mali est capable de faire dans cette compétition de la CAN en Côte d'Ivoire. Toutes les Africains qui sont qualifiés, sans la CAN, comme vous le voyez, l'ambiance est de taille par rapport aux autres équipes. Bon, nous, c'est une satisfaction parce que quand on parle de football africain, le Mali est toujours présent. Donc, c'est une chance pour nous de participer dans un pays qui est voisin au Mali. Donc, on est satisfait. Mais vu le premier match, ça a été un peu difficile, mais grâce à Dieu, ils ont pu obtenir les 3 points. Donc, félicitations à eux. Bon, disons que quand on va faire l'analyse globale de ces 3 dernières CAN, Mali a toujours été une équipe qui donne l'impression d'aller jusqu'en finale, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a eu cette espèce d'excès de confiance qui a fait qu'ils n'ont pas pu surmonter les obstacles. Mais avec un nouveau sélectionneur qui est arrivé et qu'il prend les matchs cas par cas, sans l'excès de confiance, je crois que cette année, il peut faire mieux que les CAN précédents. Quand on regarde notre sélection avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, je crois que le Mali est un peu supérieur à la Tunisie, qui a l'habitude de jouer en défense bloc bas, pour pouvoir contre-attaquer et gagner ses adversaires. Parce que la dernière fois où il y a eu une confrontation entre le Mali et la Tunisie, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et on a été éliminés, on n'a pas eu la chance de participer aux Coupes du Monde. Donc cette fois-ci, je crois que les Maliens vont retenir la leçon de comment Tunisie joue et essayer de déjouer les obstacles qu'ils font en face pour pouvoir se qualifier rapidement. Moi, je crois que cette fois-ci, qu'on peut aller en finale parce que quand on regarde toutes les équipes qui ont joué, la seule équipe qui est vraiment complète, c'est le Maroc. À part le Maroc, je crois que toutes les autres équipes sont au même niveau. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, pas mal des équipes, mais le Mali aussi fait partie de ces équipes qui est capable d'aller jusqu'en finale. Anga Djenyon fait, ni ala mabasike, ni nantai, avec un sagoy. La réaction tout à l'heure de Issa Dama, le Mali, avec Eric Tchekouchel, nouveau staff, des joueurs qui sont en train d'avoir beaucoup plus, on pourra dire, le sens patriotique face à la Tunisie. Oui. Vous voyez que cette équipe est capable de gagner et en même temps composer son ticket pour les huitièmes? Bien sûr, je pense que je suis parfaitement d'accord avec monsieur Issa, tout ce qu'il a dit. Oui. Il a vu juste. Le Mali donne toujours l'impression comme quoi, c'est une très belle équipe. Elle monte tout de suite en niveau, en termes de réaction. Elle est toujours présente. Mais après, on a comme l'impression que c'est juste un petit ballon. On enlève l'air, c'est trouvé et puis voilà quoi. Et surtout qu'au niveau des catégories des jeunes, c'est une équipe qui fait tellement sensation. Voilà, le mondial, la Coupe d'Afrique, U17, U23. La preuve aujourd'hui, vous prenez cette attaque malienne, vous avez Sékou Koïta, qui était l'un des meilleurs joueurs je crois, de la CAN ou de la Coupe du Monde U17. Oui. Il était très bien il s'est révélé avec les Victor Osimhen et voilà. Tout ça. Aujourd'hui, c'est lui qui porte cette attaque malienne. C'est bien. Vous avez Mamadou Aïdara derrière, qui aujourd'hui joue du côté de l'Allemagne, avec le brassard de capitaine. Amari Traoré. Vous avez Yves Bissouma, qui est l'un des tauliers de Tottenham aujourd'hui. C'est une très belle génération. Ça vient toujours comme ça, avec un gardien qui est Digui Diarra qui est très solide sur ses lignes. C'est une belle génération.
ça joue très bien. Mais après, devant, quand il s'agit de confirmer, c'est là où on ne voit pas le Mali. En tout cas, je pense quand même que face à la Tunisie, avec ce petit air de revanche qui va sonner dans les airs, ils vont quand même aller chercher les 3 points pour se qualifier. Maintenant, c'est devant. Moi, j'attends cette équipe malienne. On a perdu un élément capital comme Moussa Djenepo, Oui. qui n'est pas arrivé. On va voir comment ils vont encore se comporter. Déjà, que ça passe face à la Tunisie et après, on va juger cette équipe malienne. Sinon, c'est une très belle équipe quand même. À l'agenda, Mali, Burkina ou Tunisie, qu'est-ce que je dis? Mali, Tunisie ou Tunisie, Mali, c'est à 20h. Temps universel, hein, prenez le rendez-vous. La troisième réaction qu'on va suivre dans Zoomcan, il s'agit justement d'un Burkinabé également très 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 furieux de sa sélection puisque le Burkina Faso croise tout à l'heure à 14h l'équipe d'Algérie. C'est un véritable choc qui attend les étalons face au Fennec. Nous allons l'écouter derrière nos analyses. Comme des supporters aguerris, parce que c'est un match, nous connaissons carrément l'Algérie. Nos 2 derniers matchs ont été des matchs nuls, 1-1, 2-2. Donc c'est un adversaire de taille que nous aussi on va se battre parce que c'est comme ça que nous allons arracher la qualification pour le 2e tour. Le Burkina allait pour chercher la première étoile. Tout est possible. Tout est possible. Bon, l'approche du Burkina, c'est carrément l'union. C'est ça qui fait la force du Burkina Faso. L'union, la cohésion. C'est ça qui fait la force du Burkina Faso. 2 euros, il y a Burkina Faso. Mais Algérie, ton a une fin possible et ton a gagné l'Algérie en qualifié 2e tour. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le facteur union pour les étalons avec Bertrand Traoré à la baguette, Hervé Kofi derrière. Face à l'Algérie, vous voyez quel type de match? Ce sont 2 équipes qui se connaissent très bien. Ces 2 équipes qui se connaissent très bien. Dans les éliminatoires de la dernière Coupe du Monde, avant de pouvoir jouer les barrages contre le Cameroun, l'Algérie a dû batailler dur pour se débarrasser de cette équipe du Burkina Faso, Oui, tout à fait. qui est en pleine confiance. Une équipe, c'est vrai que depuis 2013, elle joue les premiers rôles dans ces compétitions africaines. À la phase finale, elle arrive souvent dans le dernier carré. C'est un pays qui se singularise aussi par une bonne formation, un bon réseau qui permet de faire sortir les joueurs burkinabés, à les placer d'abord à l'est et puis ils reviennent au centre de l'Europe, en loin de l'ouest où ils éclosent et ils deviennent de grands joueurs aujourd'hui à Dortmund et un peu partout. Et le bémol aujourd'hui, c'est que cette équipe du Burkina Faso contre la Mauritanie a eu toutes les peines du monde pour s'imposer. Et je crois même que le penalty qui leur a permis de gagner ce match-là, pour moi, c'est un penalty assez clément. Assez clément, assez clément. Donc pour vous, ils doivent cravacher, ils doivent faire mieux face à l'Algérie. Cela veut dire que contre l'Algérie, ça peut ne pas être facile. Surtout que l'Algérie va entamer ce match-là en ayant en tête la mésaventure qu'elle a connue en première journée. Donc ça va donner un match dans lequel l'Algérie a besoin de points. Pendant que le Burkina Faso peut se contenter d'un nul. Même une défaite n'est pas encore trop préjudiciable pour cette équipe du Burkina Faso. Mais c'est l'occasion de gagner aussi pour passer devant et se mettre à l'abri. Absolument. Cela veut dire que sur la base de ce que moi j'ai vu contre la Mauritanie, je considère que cette Algérie, par rapport à ce qu'elle a fait, peut vaincre cette équipe du Burkina Faso. Maintenant, il y a le défi. Quand vous êtes en face, au pied du mur, l'orgueil change tout. Donc cette équipe de Burkina Faso peut se transcender parce que c'est l'Algérie et faire un très grand match. Indécis à mon sens. Indécis. On va parler toujours de cette CAN avec un autre volet qui nous intéresse, c'est le volet organisationnel. C'est vrai, vous portez la casquette, quand vous l'étiez, du secrétaire général de l'Association des journalistes sportifs du Togo. Vous faites partie également du bureau exécutif de l'AIPS Afrique, sinon la section africaine de la presse sportive internationale. Aujourd'hui, on nous parle de 3 000, 4 000, 5 000 accréditations pour cette CAN. Les journalistes à la CAN Côte d'Ivoire, dans l'ensemble, comment ça se passe pour eux? on va dire que ça se passe plus ou moins bien. C'est vrai que pour cette Coupe d'Afrique, la CAF a reçu un nombre record de demandes d'accréditation.
surtout de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que de Lomé à Abidjan, on peut prendre la route. D'Accra à Abidjan, on peut prendre la route. Même de Ouaga à Abidjan, on peut prendre la route. Et autour aussi des pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire. Cela veut dire qu'un grand nombre de journalistes ont la possibilité d'aller en Côte d'Ivoire sans s'embarrasser des coûts élevés des billets d'avion. C'est ça aussi qui est malheureux. Oui. Déjà 2 semaines avant 7 août d'avril, les billets d'avion vers la Côte d'Ivoire étaient devenus tout simplement exorbitants. On va dire tout simplement inabordables pour beaucoup de journalistes. Ceux qui sont sur place, ils font ce qu'ils peuvent, en n'oubliant pas qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Dès les premiers jours, un confrère nigérien s'est plaint de la gestion des centres de presse qui s'ouvrent à 11h et qui se ferment très vite. Alors que je me souviens qu'au Gabon, les centres de presse fermaient tard dans la nuit. Même après les matchs, on pouvait rester encore 1 heure ou 2 avant que ces centres de presse ne se ferment. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si ça s'est arrangé après, mais le confrère s'est plaint de ce que ces horaires de fonctionnement là ne soient pas adaptés à un tel. Il y a également le problème des navettes, oui, d'une ville à une autre. Pour convoyer les journalistes sur les sites. Quand on a match à Abidjan, oui, le lendemain il y a un match à Yamoussoukro. Dans le cahier de charge de la CAF, le pays hôte est censé trouver les moyens pour faire voyager les journalistes vers l'autre ville. Dans certains pays, on utilise carrément des avions, exact, comme c'était le cas au Gabon. On utilise un avion pour transporter les journalistes d'une ville à une autre. Mais sur ce cas aussi, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vraiment encore le cas. La machine n'est pas très huilée à ce niveau-là. Vous espérez que ça va s'améliorer quand même? On croit déjà pour que ça s'améliore. Oui. Et ceux qui peuvent parler à la CAF, ceux qui peuvent parler au COCAN, on les a instruits. Notamment le président de la SPS Afrique. Tout à fait. Qui est sur place déjà. On les a instruits pour voir dans quelle mesure, oui, avec le concours de l'association Sœurs du Burkina Faso, avec Cathy Touré, qui est déjà dans le COCAN aussi, oui, comment ils peuvent influencer positivement cette session des navettes entre les villes, entre une ville et une autre. En dehors de cela, vous savez, c'est les coûts. La Coupe d'Afrique coûte cher pour un journaliste, davantage pour un journaliste de notre zone où on n'a pas beaucoup de moyens. Hébergement, restauration, ouais, et tout ce que vous voulez. Et avec la compétition, les propriétaires hôteliers, on fait de la surenchère, pas possible. Mais on va creuser les gars. Oui. Les journalistes c'est comme des guerriers. Oui. Sur le terrain, même devant les difficultés. On s'adapte aux conditions. On s'adapte et on bosse. Et je crois que si nous avons les images, si nous avons les retours, ce que les confrères font, comment on appelle ça, les confrères se donnent à fond. Absolument. Et ils ont le courage d'affronter tout ce qu'il y a comme difficulté, tout ce comme ça, pour faire leur métier, pour faire ce qu'ils aiment le plus. Moi, je crois que la Côte d'Ivoire est un peu dépassée. D'accord. Et on me permet de le dire, la Côte d'Ivoire est un peu dépassée par les événements. Par ce que la CAN est devenue, 92 et 2023. 40 ans après, ce n'est plus vraiment la même chose. Ce n'est plus vraiment la même chose. Cela fait qu'à certains niveaux, c'est un peu compliqué. Mais nous croisons les doigts pour que cette Côte d'Ivoire réussisse sa CAN. Vivement. Et que surtout les journalistes n'aient pas trop de regrets quand la CAN va prendre fin. Ce que vous dites est assez très important parce que oui, on n'oublie pas qu'au Togo, on a une forte délégation des confrères qui se sont rendus justement en Côte d'Ivoire pour couvrir cette compétition grandeur nature. Pardon ? À leur propre frais. À leur propre frais. Merci de le préciser. Ce n'est pas forcément aisé pour tout le monde quand on sait combien de fois la vie est chère désormais. Dernier élément, en quelques minutes, les favoris pour cette compétition, Roméo Mileko, qu'est-ce que vous voyez comme sélection capable d'aller dans le carré d'as après la première journée? On a commencé déjà la deuxième, même si c'est compliqué un peu comme question. Franchement, c'est très compliqué. Mais quand même, il y a déjà quand même 2 sélections qui se dégagent très très bien. Oui. On va parler du Sénégal et du Maroc qui se dégagent, qui ont déjà tout prouvé. Maintenant, pour les 2 autres qui vont accompagner, je crois que là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Je suis sûr, entre griffes, ces pays-là, qu'on peut encore qualifier de petits pays aujourd'hui, on va avoir une surprise entre soit la Namibie, le Cap vers la Guinée équatoriale. Et la Guinée équatoriale. On va forcément avoir un d'entre ces 4-là en demi-finale. Et je m'attends peut-être à voir, pourquoi pas,
soit le Nigeria, pourquoi pas. Il peut créer la sensation. La sensation, la surprise. Avec Victor Osimhen, l'actuel ballon d'or africain, pourquoi pas. Mon cher Kodjo, sur la même thématique, les favoris pour vous dans le carré d'As? Le Sénégal et le Maroc. Le Sénégal et le Maroc. Le Maroc, d'accord. Maintenant, on pourrait avoir des invités surprises à cette étape. Pas forcément la Guinée, pas forcément le Cap-Vert, pas forcément la Guinée équatoriale, mais peut-être le Mali. Peut-être le Mali, ça va dépendre des affiches des huitièmes, des quarts. Oui, tout à fait. Parce que je sens que dans le groupe A et le groupe B, entre le groupe A et le groupe B, un ténor va tomber au niveau des huitièmes ou au niveau des quarts de finale. Donc, si on peut être sûr de deux, le Sénégal et le Maroc, je crois que les deux autres, tout peut arriver. Il vaut mieux rester prudent pour ne pas avancer de nation sur ce plan-là, parce que c'est très ouvert. C'est très ouvert. Et attention même à ses favoris, parce que si le Sénégal tombe sur le Cap-Vert ou la Guinée équatoriale, je ne voudrais pas être Cassandre pour les Sénégalais. N'est-ce pas? Mais tout peut arriver. Tout doucement, on s'achemine vers le terme de ce premier rendez-vous de Club Sport Santé. Merci infiniment à toutes et à tous. Le temps également de remercier toute l'équipe technique, Paolo, Justin, Sylvain et tous ceux qui ont travaillé de près comme de loin à la réalisation de ce premier numéro. Si tout va bien, on se retrouve mercredi entre midi et 13h pour la même randonnée sportive. Roméo Mileko, merci pour la toute première. Vous vous êtes senti assez bien, ça va? Oui, très confortable. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci quand même pour l'invitation. Je suis très heureux d'avoir partagé ce premier numéro avec vous. Je crois que je vais garder ma place de titulaire. Oui, pourquoi pas. Le capitaine. Vous êtes dans un truc confortable. En tout cas, ça va bien. Ça va. Merci infiniment. Il est dans le 11 de départ. Voilà. Merci infiniment d'être passé. Merci, Angelo. Kodjo, merci également. J'espère que vous avez apprécié tout ça. C'était un plaisir. Merci beaucoup. On a fait l'histoire. Oui. Pour avoir été les premiers à avoir commencé. Merci pour la confiance et merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Merci messieurs. On se donne rendez-vous pour d'autres numéros, d'autres thématiques sur le sport, sur bien sûr notre chaîne SOS Docteur TV. Captable sur le 274 sur le Bokeh Canal et puis sur les autres plateformes Facebook, X, Instagram. Merci à toutes et à tous de votre fidèle attention. On se donne rendez-vous mercredi à partir de midi. À très bientôt.